Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui un sujet de bac, un bac S 2018, de spécialité maths, c'est Liban, exercice sur les suites bien connues de Fibonacci qu'on va traiter avec des matrices. Donc évidemment, il faut avoir fait l'exercice, il faut chercher un petit peu avant de regarder le corriger, j'espère que vous faites ça à chaque fois. Donc on démarre tout de suite un petit algorithme, ça permet toujours de réviser. Donc cet algorithme, il va permettre ici de calculer évidemment les termes de cette suite de Fibonacci que je vais détailler un tout petit peu avant de commencer. Alors cette suite, vous voyez, on commence par 0 et 1, donc ça c'est donné, et après on ajoute les deux termes, tout le temps, tout le temps. Donc ici 0 plus 1, ça fera 1, donc après vous avez 2 1 d'affilée, après 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, etc. Vous voyez, cette suite, donc elle n'est pas compliquée à calculer. Par contre, contrairement, elle est différente en fait de beaucoup de suites qu'on voit en terminale, parce que, eh bien, un terme dépend des deux d'avant, c'est-à-dire des deux précédents. Vous avez ici une relation donc d'ordre 2 un petit peu. Vous avez donc A2 qui va dépendre de A1 et A0. Donc quand on fait un algorithme, il faut avoir deux cases pour stocker les deux termes précédents. Donc on va voir un petit peu ici, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a A, B et une troisième case C, et comment remplir cet algorithme. Alors il y a une petite erreur dans l'algorithme au niveau du I, donc on va voir pourquoi. Ça calcule les termes, mais le but de l'algorithme, ici, c'est d'avoir à la fin, dans la variable A, le terme AN. Ça pose un petit souci d'ailleurs, parce qu'à la fin, si on fait tourner ce programme, la variable A, on n'a pas AN, mais on aura AN-1. Bon, c'est pas une erreur, on va dire, d'algorithmique ici, mais l'objectif de l'algorithme n'est pas atteint. Alors, qu'est-ce que fait ce programme? Alors, pour faire tourner un algorithme, moi je vous conseille de faire un tableau. Un tableau dans lequel, eh bien, on aura une colonne pour chacune des variables, et après, si on a des tests, alors ici il n'y a pas de test, on va mettre donc une colonne pour la valeur de A, une pour la valeur de B, une pour la valeur de C, et toujours, parce qu'on peut faire des boucles. Alors, si c'est une condition, ce sera une colonne pour la condition tant que, et ici, on va mettre une colonne pour la valeur de I, parce que c'est important. Alors, donc I, ça sera en fait le nombre de boucles pour l'instant, enfin, le compteur dans la boucle. Alors au départ, et on remplit comme ça tranquillement ce tableau. Alors je ne sais pas combien de fois on va le remplir, donc on peut faire des codes assez longues. Donc au départ du problème. Donc on a A qui vaut 0, B qui vaut 1. Jusque là, on est bien, on a bien. Ici le terme A0 de la suite, le terme A1. Qu'est-ce que fait le programme? Alors I, ici, au départ, il vaut 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc on rentre dans la boucle numéro 2. Donc ici, on peut même mettre, si on veut, si vous voulez, le compteur de boucle en début. Voilà. À ce moment, ici, il vaut 2. Comme ça sera peut-être plus ordonné pour vous. Voilà. Donc, on rentre dans notre boucle avec l'indice I qui vaut 2. Donc, C devient A plus B. Donc ici, à ce moment-là, C devient 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cette somme, donc le premier terme, c'est 0, puis 1, 1 plus 1. Enfin, 0 et 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Vous voyez, on fait toujours la somme des deux derniers. Après, vous aurez 5, puis vous aurez 8, puis vous aurez 13, puis vous aurez 21, etc. C'est très simple. Mais on a une suite dont un terme dépend des deux d'avant. Donc ça, dans un algorithme, ça va avoir un impact. Alors l'algorithme, comment on fait? Alors ici, on vous le propose. Bon, vous verrez, il y a une petite erreur ici pour l'indice de 2 à n, là. Parce que l'objectif de l'algorithme, c'est d'afficher non pas les termes de la suite, mais dans la variable a, il faut que vous ayez le terme à n. Et cet algorithme, vous verrez, dans la variable a, à la fin, vous n'aurez pas an, vous aurez an-1. On va régler ça rapidement, mais ce qui m'intéresse plutôt dans cet algorithme, c'est pas le de 2 à n, vraiment, c'est la gestion de ABC. Pour ceux qui ont un petit souci, c'est là qu'il se passe des choses intéressantes en algorithmique. Alors, pour traiter et pour faire tourner un algorithme, il n'y a rien de mieux que de faire des tableaux dans lesquels vous allez consigner les valeurs des variables au fur et à mesure que vous avancez dans l'algorithme. Donc les variables ici, on a 3 lettres, on a A, B, C. Vous voyez d'ailleurs les nouveaux programmes cette année, on n'a plus la déclaration des variables, est-ce que A est un entier, on s'en fiche, on a bien compris qu'on a des nombres. Donc ici ABC, ensuite il me faudra aussi, et ça c'est important, une colonne pour la condition ou pour le compteur. Donc ici on a un I, alors je vais le mettre en début, ce sera plus simple. Et comme ça, dans cette colonne, vous aurez eh bien, le nombre I qui vous permettra de dire combien vous avez fait de boucles. Parce que pour fin, vous voyez, c'est une boucle ça. Vous avez une boucle ici.
Vous avez pour, vous allez faire ça, et ensuite, une fois que vous avez fait, vous revenez, vous refaites, etc. jusqu'à ce que vous en ayez fait, donc ici, de 2 à n. Alors, on commence. Donc au début, A vaut 0, et B vaut 1. Donc jusque là, c'est cool, parce que c'est bien les débuts de notre suite, ici 0. Là, on est à la ligne 3. D'accord, ligne 3. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 3? I devient 2. Donc ici, le nombre I vaut 2. Et on rentre dans les... Donc, on est dans notre programme, on est rentré dans la première boucle, et on est dans la ligne 4. À la ligne 4, on calcule A plus B. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut une lettre C? J'ai dit que c'est pas assez simple à comprendre, mais c'est vraiment c'est là où il se passe vraiment quelque chose d'important. C'est que quand vous calculez A plus B, si vous le stockez par exemple dans A, si vous mettez ici 0 plus 1, la question c'est qu'est-ce que vous allez faire après? Le souci c'est qu'en mettant 0 plus 1, ça c'est donc la valeur, on va dire pour l'instant de A2, d'accord? Ici vous avez la valeur de 1 et la valeur A0. Au coup d'après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire A1 plus A2. D'accord? Le problème c'est qu'A1 plus A2, vous allez le stocker où? Ici, alors ça dépend ce que vous aurez mis dans B, mais si là vous avez gardé ici BA1, vous allez faire A1 plus A2. Mais si vous le stockez ici, A2 plus 1 au coup d'après, vous aurez un problème parce que vous n'aurez A2, vous n'aurez plus A2. Vous l'avez perdu puisqu'il aura été effacé par A2 plus 1. Vous aurez en stock A1 et A2 plus 1. Donc ça ne va pas de stocker la somme dans A. Si vous stockez cette somme A0 plus A1 dans B, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Eh bien au coup d'après, votre ordinateur se rappelle, enfin l'algorithme a en mémoire le A0 dans la variable A et le A0 plus A1 dans la variable B. Mais il n'a plus A1. Donc vous ne pourrez pas continuer. Donc, quand on fait ce genre de programme, eh bien, pour éviter ces problèmes, eh bien, on va stocker A0 plus 1 dans une troisième variable. Ici, ça sera la variable C. Ici, donc, A0 plus 1, on va le stocker dans C. Ce qui fait que dans C, ici, on va mettre un 1. D'accord? Ce 1, ça sera donc pour notre suite la valeur de A2. Donc pour l'instant, on a A0 dans A, A1 dans B et A2 dans C. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on doit en faire pour pouvoir, à la suite, eh bien, il faut qu'à chaque fois qu'on fasse A plus B, eh bien, il faut qu'on trouve le suivant. Donc ici, je dois réussir à me retrouver avec, dans A, il faudrait que j'ai A1 et dans B, il faudrait que j'ai A2. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais envoyer A1 dans A et A2 dans B. Alors, on ne peut pas le faire dans n'importe quel ordre, parce que si vous envoyez d'abord A2 dans B, vous aurez effacé A1. D'accord? Donc, en premier, il faut envoyer, là, l'ordre est très important, il faut d'abord envoyer B dans A, c'est-à-dire, il faut envoyer le 1, la valeur de 1 dans la variable A, et après, vous envoyez la valeur de A2. Et vous voyez, on a bien A1 plus A2, qu'on va ensuite stocker ici, voilà. Et ensuite, on redécalera. Après, à chaque fois, A2 passera ici, celui-là passera là, et ainsi de suite. Donc, dans notre algorithme, eh bien, ici, ce A plus B qui est stocké dans C maintenant, eh bien, pour l'instant, on laisse tranquille. On va nous décaler la valeur de B dans A. Donc ici, B va passer dans A. Et juste après, surtout juste après, il ne faut pas se tromper dans l'ordre, c'est C qui va aller être envoyé dans B. Et on a comme ça cette petite routine qui va se mettre en place et qui va calculer au fur et à mesure les termes. Donc je vais vous montrer dans le tableau ce que ça donne. Donc on repart du départ, 0, 1. On rentre dans la boucle. A, donc A plus B, on l'envoie dans C. Donc ici 0 plus 1, voilà, C. Là, je vais peut-être vous mettre au fur et à mesure. Donc ici on a A0, ici on a A1 et ici on a A2. Arrivé là, on envoie A1 dans A, donc ici 1. D'accord, petit mouvement comme ça. Ici, C va être envoyé dans B. Alors pour l'instant, c'est 1 et 1. Donc, c'est pas... Voilà. Donc à ce moment-là, vous avez bien compris qu'ici, on a A1 et ici, on a A2. On sort de la boucle. On y revient. Donc, maintenant, I devient 3. A plus B, on fait A plus B. Donc 1 plus 1, on l'envoie dans C. Et là, on aura un 2. Ce 2, c'est A3 qu'on doit envoyer. Alors, on doit envoyer A3 dans B, mais avant, il faut envoyer A2 dans A. Donc ici, hop, notre petit glissement. Ici, on envoie 1. Donc, dans l'algorithme, vous voyez, B est envoyé dans A. Donc ici, on a bien A2. Ensuite, glissement A3 passe ici. Donc là, on aura 2. Ce 2, c'est bien évidemment A3. Et ça, dans l'algorithme, c'est ici, quand on envoie C dans B. Et voilà. Et on continue.
quatrième. Donc I devient 4. D'accord, I devient 4. Donc on fait glisser. Alors non, on fait d'abord la somme. 1 plus 2, 3. Le 2 glisse ici. Et le 3 glisse ici. Et on a bien 2, 3. Ensuite, on sort de la boucle. Cinquième. I égale 5. 2 plus 3, 5. On glisse ici. 3. Le 5 va là. Et on sort. Boucle suivante. I égale 6. Vous voyez, ça va. Après, vous avez compris. 3 plus 5, 8. Le 5 glisse ici. Le 8 ici, etc. Voilà comment fonctionne ce programme. Alors, est-ce qu'il affiche bien à la fin le terme à n dans la variable a? Regardons la colonne A. Ici, quand i égale 2, dans la variable a, on a A1. Oh, problème. Quand i égale 3, on a A2. Quand i égale 4, on aura A3. Quand i égale 5, on aura A4, etc. Donc, on a un problème. Cet algorithme n'est pas bon. Ici, qu'est-ce que je peux vous proposer pour le modifier pour qu'il corresponde vraiment à la question? Alors, soit on change la question. On pourrait dire recopier compléter l'algorithme pour qu'à la fin de l'exécution, la variable B contienne. On pourrait changer ici, on mettrait B. Comme ça, effectivement, vous avez dans B, on a bien le terme d'après. C'est une façon simple de changer juste la question. Ça permettra de ne pas modifier l'algorithme. Si vous voulez modifier l'algorithme, il faut juste changer ici I de 2 à N. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bon? On en a N moins, donc il faut faire un tour de plus. Donc soit, alors pour faire un tour de plus, le compteur il est complètement indépendant, donc soit vous mettez de 2 à n plus 1, ou alors de 1 à n. Comme ça vous avez un tour de plus. Voilà, c'est tout. Petite remarque, mais la partie intéressante n'est pas là, vraiment. La partie intéressante, c'est vous comprenez bien ce stockage des valeurs au fur et à mesure. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc on continue. Donc maintenant, on va faire des produits de matrice. Donc vous avez la matrice A et on vous demande A2. Bon, A2, 1. Je vais le faire à la main pour montrer que c'est faisable. Évidemment, on se dit oui, c'est long. Alors, si on vous demande de calculer, faites-le à la main. Vraiment, vous pouvez vérifier à la machine, bien évidemment. Ici, donc, comment on fait un produit matriciel? Eh bien, on prend les colonnes de la deuxième matrice et on les fait comme ça, pivoter. Donc ici, on écrit 1 et 1 et on fait les produits. Donc ici, pour le premier coefficient, on fait le produit de la première ligne. Donc produit de la première ligne par la première colonne. Et vous aurez le coefficient 1, 1. Puis après, si vous voulez le coefficient en deuxième ligne par première colonne, etc. Donc, ça va donner ici. Alors, je vais enlever tous ces petits gris-gris là, pour qu'on y voit quelque chose après. Voilà. Donc, moi, comment je présente ça? Comme ceci, je prends un crayon à papier ou j'écris cette colonne que je fais pivoter. Ensuite, 1 plus 1. 1 plus... Enfin, pardon, 1 fois 1 plus 1 fois 1, ce qui fait 2. Après, je passe à la deuxième ligne. Comme ça, j'ai toujours la même colonne à utiliser. 1 fois 1 plus 0, 1. Et maintenant, hop, on raye ça, on fait pivoter la deuxième colonne. Voilà, 1, 0. Vous voyez, le 1 passe là, le 0 passe là. 1 fois 1 plus 0. Et ensuite, 1 fois 1 plus 0. Donc, on trouve cette matrice 2, 1, 1. Et ensuite, on vous demande A3. Alors, A3, soit vous faites A2 fois A. Vous pouvez faire aussi A fois 2. Ça reviendra au même. Alors, je peux vous montrer les deux. On est dans une vidéo comme ça. Si ça vous intéresse pas, vous passez. Donc, je commence par... on va commencer par A2 fois A. Alors, A2 fois A. Donc, 2, 1, 1. Et ensuite, 1, 1, 1, 0. Voilà, on fait la colonne. Donc, là, je ne fais plus les détails. 3, on descend. 2. Ensuite, on raye. On fait pivoter la deuxième. 2. Ici, on a 1. Voilà, on a bien, vous voyez, d'ailleurs, à chaque fois, les coefficients ici de la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 1, 1, 2. Voilà. 3 termes consécutifs. Si je fais A fois A2, voilà, j'obtiendrai donc 1, 1, 1, 0 fois 2, 1, 1, 1. Voilà. Je fais pivoter 2, 1. Donc ça me donne 3, 2. Ensuite, je fais pivoter 1, 1. 1 et 1, 2. Et ici, 1. On obtient bien la même chose, et tant mieux. Maintenant, A4. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais A4, il y a plein de façons de le faire. Soit vous faites A fois A3. Soit vous faites A3 fois A. Et vous pouvez même faire, si vous voulez, A2 fois A2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vous propose quoi? Allez, A2 fois A2. Ça
permet d'avoir deux fois la même matrice à recopier. On fait pivoter 2 et 1, 2 fois 2, 4 et 1, 5. En dessous, 2 et 1, 3. Maintenant, on écrit l'autre, 1, 1, donc 2 et 1, 3. Et 2. C'est bon, on a encore les suites 2, 3, 5, parfait. On vous dit vérifier à 5, donc ça c'est juste pour être sûr qu'à la fin vous n'avez pas fait n'importe quoi. Donc à 5, et on va faire A4 fois A, donc j'écris A4 fois A. Alors A4, oui, 5, 3, 3, 2, A, 2, pardon, 1, 1, pas se tromper, c'est tout, 1, 1. Alors on sait sur quoi on veut arriver, donc ça va être quand même rassurant. On fait pivoter 1, 1, 5 et 3, 8, c'est parfait. On vérifie au fur et à mesure, 3 et 2, 5, c'est bon. Voilà, autre colonne, donc celle-là, 1, 0, 5, voilà, et ensuite 3. C'est bien ce qu'il fallait démontrer, donc on a bien fait le travail. Alors la question 3, maintenant on démontre que A puissance n est bien une matrice qui contient, vous voyez, les termes de la suite de Fibonacci. Et on a bien les bons, vous voyez, quand on avait A5, donc je vais juste, on regarde A5, ça devrait donner d'après ça, donc 5 et 1, 6, on devrait avoir A6, A5, A5 et A4. Alors je vous rappelle que A0, ça fait 0, 1, ça fait 1. Donc ici A2 vaudra 2, A3 vaudra, non, pardon, A2 vaudra 1. Donc ça c'est A2, ensuite ça vaudra 2, ça c'est A3. A4 vaut 3, A5 vaut 5 et A6 vaut 8. Donc notre matrice A5, on devrait avoir 8, 5, 5, 3, c'est exactement ce qu'on avait trouvé, parfait. Maintenant on vous demande de calculer le produit AP-AQ. Alors AP fois AQ, alors c'est pas difficile, il faut juste bien savoir ce qu'on vous demande. Vous avez la puissance n de A, donc vous remplacez n par P, ça fait AP plus 1, AP, AP, AP moins 1. Et vous multipliez par la même chose mais avec Q à la place de P. Vous voyez, ça c'est pas difficile, faites bien attention à vos A et à vos lettres Q pour pas les mélanger. Donc on fait donc pivoter. Ici on aura donc, alors ça fait un peu long, mais on a AP plus 1 fois AQ plus 1 plus, donc ici AQ fois, donc on va mettre AP plus 1 fois, non pardon, AP, vous voyez quand on veut faire comme ça, vaut mieux qu'on, je vais faire un peu de place, comme ça, ça me laisse la place pour écrire ici AQ plus 1 et AQ, je vais pivoter la colonne, donc j'ai bien AP plus 1, AQ plus 1 plus AQ fois AP, ou AP fois Q, on va commencer par la lettre P. Voilà. Ensuite, la deuxième ligne, AP fois AQ plus 1 plus AP moins 1 fois AQ. Vous voyez, c'est plus facile. On s'est occupé de la première colonne. La deuxième, AQ, AQ moins 1. Donc, ça fera AP plus 1, AQ plus AP, AQ moins 1. On a bien la même chose d'ailleurs qu'on avait en face. Ah non, pas exactement. Ensuite, ici, donc, ça fera AP fois AQ plus AP moins 1 fois AQ moins 1. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on le compare à A puissance P plus Q. Parce que P plus Q, ben, on le connaît, c'est... On remplace N par P plus Q. Ça doit donner AP plus Q plus 1, AP plus Q, AP plus Q et AP plus Q moins 1. Alors maintenant la question. On nous parle de AP fois AQ plus 1. AP fois Q plus 1, où est-ce qu'on a ça? Ici, ici, voilà. Et on a voilà, ce terme-là, c'est ce dont nous parle dans la question. Donc, comme les deux matrices ici sont égales, hein, d'accord, et bien ce terme ici va être, ce coefficient va être égal à ce coefficient-là qui est à la même place. Pour les autres, on n'en a pas besoin. Donc, comme AP fois AQ est égal à AP plus Q, ça c'est des puissances, ça on associe, on identifie le coefficient en deuxième ligne et première colonne. Et on obtient exactement ce qu'il faut. On obtient ce qu'il faut, ce qu'on nous a demandé. Voilà. Vous pouvez réécrire la propriété sur votre copie en l'encadrant. Hein. Voilà, et ça, on l'a fait évidemment depuis le début. Tout ça, c'est pour des entiers naturels non nuls. Voilà, question faite.
Dans la question suivante, on va utiliser la relation qu'on vient de démontrer, AP plus Q, voilà. Et on veut en déduire que si donc R divise AP à Q, alors il divise aussi A indice P plus Q. Alors donc notre point de départ, c'est que donc R divise AP et R divise AQ, alors ce sont que des entiers, hein. Tous les termes de la suite sont des entiers. Donc il y a deux façons de faire ça, soit vous passez par les congruences, soit on va rester avec des propriétés sur les divisions et les combinaisons. Donc je vous propose d'abord, je crois, la manière la plus simple de rédiger, c'est par congruence. Donc ici, hein, on sait donc que R divise AP, conséquence, ça veut dire que modulo R, AP est donc congru à 0. D'accord? Et pareil, ici, hein, si R divise AQ, ça veut dire que AQ est égal à 0 modulo R. Alors on va s'en servir dans la relation précédente. Donc on passe dans la relation A, donc sur une copie, on peut mettre dans la relation donc 3A, on passe modulo R. On obtient quoi? A de P plus Q est congru donc à AP. Je vais recopier la relation une fois. Voilà. Pensez que sur votre copie, il faut qu'on comprenne un petit peu votre raisonnement. Donc ici, AP plus Q sera congru à quoi? Alors AP vaut 0. Donc ici, on va mettre 0, comme ça on comprend bien ce que vous êtes en train de faire. Et AQ vaut 0, donc AP moins 1 fois 0. D'accord? Donc, et donc, par conséquent, alors on peut raisonner par des donc, parce que dans la propriété ici, vous avez un si alors, donc c'est juste une implication. Inutile de s'embêter avec des équivalences. Ici, donc, vous venez de démontrer que A de P plus Q est égal à 0 modulo R. Donc ça, vous voyez, ça se rédige très bien avec les congruences. Avec les combinaisons, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que R donc divise AP. R divise AQ et AP fois AQ plus 1 plus AP moins 1 fois AQ, c'est ce qu'on appelle une combinaison. Hein. C'est une combinaison à coefficient entier. Combinaison évidemment de AP et AQ. D'accord? Donc, si R divise AP et que R divise AQ, propriété R divise toute combinaison. Donc R divise toute combinaison de A et P. Donc R divise forcément AP fois AQ plus 1 plus AP moins 1 fois AQ. Alors, comme c'est un petit peu bizarre, parce que là, on a l'impression que vous répondez à la question directement, vous pouvez vous indiquer quelque part sur votre copie que ceci donc est une combinaison à coefficient entier. Voilà. Oui, mais à rédiger, c'est un petit peu plus délicat. Alors, vraiment, les combinaisons, ça veut dire que c'est tout ce qui s'écrit AP fois U plus AQ fois V avec U et V entier. Ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison à coefficient entier de AP et de AQ. U et V, eh c'est AQ plus 1 et AP moins 1. Ce sont donc bien des entiers, donc on a bien une combinaison face à nous. On voit une autre façon de le faire, peut-être un peu plus délicate à rédiger, on va dire. Alors la question suivante, c'est une récurrence. Donc on vous dit, soit P un entier naturel non nul, donc P différent de 0. Voilà, dans la suite, effectivement, ça va nous servir. Démontrer en utilisant un raisonnement par récurrence sur n, donc il y a une deuxième lettre n, que pour tout entier non nul, n, AP divise ANP. Alors dans ce raisonnement, on va considérer P fixe, d'accord? P est fixe. C'est la récurrence à portée sur n. Donc on va initialiser notre récurrence. Alors attention, on relit toujours n ici dans la récurrence est non nul. Donc on n'initialise pas à n égale 0, on va initialiser à n égale 1. Donc pour n égale 1, qu'est-ce qui se passe? Alors on regarde la propriété. On a AP, AP ça ne bouge pas, et on a ANP. Alors ANP, quand n vaut 1, ça fait A fois. Donc ça fait AP. Donc effectivement, voilà, on insiste, ça fait AP, donc c'est évidemment vrai. Pour n égale 1. D'accord? On peut vérifier d'ailleurs pour n égale 2, est-ce que ça marche? Mais bon, comme on ne connaît pas AP, parce qu'AP c'est une suite compliquée, donc on va se faire confiance à la récurrence. Donc hérédité. On va donc faire une hypothèse de récurrence. Donc on admet que, eh bien, pour un certain, on va regarder la lettre n, pour un certain n appartenant à n étoile, on va admettre la propriété vraie. On admet que
Donc, AP divise bien ANP. Et maintenant, il va falloir montrer, donc, eh bien, ça c'est l'hypothèse de récurrence. On va essayer d'être bien clair. Ça c'est notre hypothèse de récurrence. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Donc le but, toujours avoir le but. Le but, c'est que AP doit diviser AN plus 1P. D'accord? Ça, c'est important parce que, eh bien, il faut... ici, il y a deux lettres PN, donc bien savoir exactement ce que vous voulez. Donc, N plus 1P, c'est un produit. L'indice, c'est N plus 1 fois P. Alors, on va essayer de se servir de ce qu'on vient de faire certainement avant. Alors, quel est le lien entre ANP et N plus 1P? Ça va être important. Donc, on remarque déjà, N plus 1 fois P, si on développe, ça fait NP plus P. Voilà, ça c'est pas mal parce qu'on vient de montrer quelque chose sur l'addition. Vous voyez, à P plus Q. Donc, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est la propriété donc on vient de voir. Alors, je vais inverser P et Q, on va mettre P plus NP. Donc, eh bien, ce que vous pouvez faire, dans la propriété d'avant, c'est de l'utiliser pour Q égale à N fois P. D'accord? Donc, alors la propriété précédente, donc propriété 3b, pour Q égale à N fois P, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que, alors, que si R divise AP et R divise ANP, alors R divise A de donc P plus NP. Voilà. On va regarder ce que ça donne en factorisant. Donc on dit quoi? Si un nombre R divise AP et si R divise ANP, alors on en déduit que R divise à N plus 1P. Ça, on stocke. Intéressant. Alors nous, notre hypothèse de récurrence. Or, on sait que, hypothèse de récurrence, on sait que AP divise ANP. Donc, on va utiliser ça pour R égale, eh bien tout simplement AP. Donc AP divise ANP, AP divise AP, eh bien, donc, d'après la relation 3B, ça veut dire que AP divisera A de N plus P, donc NP plus P. Et donc AP divise A de N plus 1 P. Et ça, c'est notre but. But atteint. Donc hérédité vérifiée. C'est pas facile quand même cette question parce qu'il y a des petites lettres partout. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, d'accord, c'est qu'on utilise la propriété, donc ici que j'en rencadre, pour P et NP, d'accord. On l'utilise sur notre hypothèse de récurrence. On a bien AP qui divise ANP, ça c'est l'hypothèse. AP divise AP, ça c'est toujours vrai, puisque AP est non nul. AP est différent de 0. Et donc, on a bien AP qui divise ANP plus P. Voilà la propriété, ça c'est la propriété précédente. Et donc, l'hérédité vérifiée, vous n'avez plus qu'à faire une jolie conclusion, en recopiant la question, en mettant, on a démontré par récurrence sur N que pour tout entier naturel non nul, AP divisé à NP. Voilà. Jolie question, vraiment. Je vous propose comme conclusion, la propriété AP divisé à NP est initialisée pour N égale 1. Ça, c'est important. Elle est héréditaire, donc par récurrence sur N. Là, j'insiste pour une fois parce qu'on a N et P. Donc, c'est bien de préciser quelle est la variable qui a fait la récurrence. Et ensuite, conclusion, elle est donc vraie pour N étoile. Ça aussi, c'est capital parce qu'elle est initialisée uniquement pour N égale 1. Donc, elle est vraie. Elle n'est pas vraie pour N égale 0. Voilà. Alors, soit N, un entier supérieur ou égal à 5. On note ça tout de suite. N supérieur ou égal à 5. Montrer que si N est un entier naturel qui n'est pas premier, alors à N n'est pas un nombre premier. Alors, on suppose... si N n'est pas premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si N n'est pas premier, il existe, je prends le symbole, il existe P et Q entiers, donc naturels ici, entiers naturels non nuls, tels que N est égal à P fois Q, d'accord? Et même, puisque N n'est pas premier, avec P et Q supérieur ou égal avec P et Q supérieur ou égaux à 2. D'accord? Donc, d'après la propriété précédente, donc,
Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'en appliquant ce qu'on a démontré, comme n égale p fois q, ça voudrait dire que A1 ici et que p et q sont non nuls, d'accord? P et q non nuls parce qu'ils sont plus grands que 2. Ça veut dire que AP divise AN. Donc AP divise, d'accord? AP divise AN fois P, quel que soit N. Donc AP divise Q fois P, donc P fois Q. Donc AP diviserait AN. Et aussi d'ailleurs AQ divise donc AP fois Q. Donc AQ divise AN. Alors je vais essayer d'être rigoureux parce que il y a vraiment des choses importantes dans cette question. Si on ne fait pas attention, on va vite. Mais vraiment, on commence à essayer d'être rigoureux. En SP, on vous prépare certainement à faire des études en prépa ou des études mathématiques, en tout cas scientifiques. Il faut être rigoureux. Parce qu'ici, il y a une petite chose à faire. Vous voyez, dans le texte, on fait n supérieur ou égal à 5. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que n est supérieur ou égal à 5? Puisque là, certains vont conclure dès maintenant. C'est très important que n soit supérieur ou égal à 5. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, on a nos deux choses, AP divise AN et AQ divise AN. Voilà. Donc AN est divisible par AP et AQ. Ce sont des nombres qui sont comment? Alors si je me contente de P et Q supérieur ou égal à 2, ça pose problème. Parce que si on avait A2 et A2, ben, qu'est-ce qui se passe? A2 et A2, regardez en haut la liste. A2 et A2, ils sont tous les deux égaux à 1. Donc évidemment que AN est divisible par 1. Donc ça veut dire que ça ne nous permettra pas de dire que AN n'est pas premier. Donc il faut absolument que AP et AQ soient plus grands que 1 pour que votre nombre AN ait un diviseur premier. Alors ça veut dire qu'ici il faudrait que N soit comment? Pour qu'on soit sûr que AP et AQ ne soient pas tous deux égaux à 1. Eh bien on sait que N est supérieur ou égal à 5. Ça c'est donné. N est supérieur ou égal à 5. Ça veut dire quoi? Donc vous avez un produit de deux nombres P et Q qui sont plus grands que 2 et le produit est plus grand que 5. Donc forcément P ou Q est supérieur ou égal à P ou Q est supérieur ou égal à 3. L'un des deux au moins est supérieur ou égal à 3. Donc vous avez deux nombres, les deux sont plus grands que 2, supérieur ou égal à 2, et l'un au moins des deux est supérieur ou égal à 3. Et bien comme P ou Q est supérieur ou égal à 3, donc forcément AP ou AQ, d'après les valeurs de la suite de Fibonacci, est supérieur ou égal à 2. Voilà, donc, eh bien, ça veut dire que AP ou AQ est donc un diviseur supérieur ou égal à 2 de AN. Alors ça n'est pas fini, si vraiment on veut être rigoureux, parce que AP pourrait très bien être égal à N. Donc pourquoi est-ce que AP n'est pas égal à N? AP ou AQ. Or la suite est strictement croissante à partir. Donc la suite est strictement croissante dès qu'on dépasse N, donc supérieur ou égal à 2. Donc ça veut dire que AP et AQ sont évidemment plus petits que AN, puisque AN c'est A de P fois Q. Donc ça veut dire que AN est strictement plus grand que AP et AN est strictement plus grand que AQ. Donc vous venez de prouver que AN a un diviseur strict. Un diviseur donc supérieur ou égal à 2, différent de lui-même. D'accord, donc AN n'est pas premier. Alors, on vous donne A19, c'est 37 fois 113, donc il n'est pas premier. Que pensez de la réciproque obtenue en 4A? Alors 4A, qu'est-ce que c'est? Donc N, si N est un naturel qui n'est pas premier, alors AN n'est pas un nombre premier. Quelle serait la réciproque? D'accord, qu'est-ce que c'est qu'une réciproque? C'est donc, si vous avez A implique B, la réciproque, c'est B implique A. D'accord? Donc ici, la réciproque, ça serait A. Donc ici, A n'est pas premier. Ça impliquerait que N n'est pas premier. Est-ce que c'est vrai, cette réciproque? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On prend A19. On vous donne un exemple. Ici, A n'est pas premier, N n'est pas premier. Alors, comment cette propriété-là, ici, peut nous intéresser, puisque là, on vous donne un nombre A avec un indice 19. Eh bien, on peut considérer la contraposée de cette réciproque. A n'est pas premier implique N n'est pas premier. La contraposée, ça serait quoi? Ça serait la même chose que N premier implique AN premier. Vous voyez? Donc, on va plutôt
parler de contraposer de la réciproque. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, 19 est premier. Et A19 n'est pas premier. Donc ça veut dire que n premier n'implique pas, ça c'est faux, à n premier. Pas toujours. On a trouvé un contre-exemple. Donc ça veut dire que sa contraposée elle aussi fausse. AN non premier n'implique pas n non premier. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de la réciproque? Eh bien évidemment, elle est fausse. Alors bilan de ce sujet, donc question très difficile, la question 4A, moi j'avoue, parce que je pense que la plupart des élèves ont rédigé ça sans faire attention, donc difficile à noter. Et en plus, on suppose que la suite de Fibonacci est croissante, ce qu'on n'a pas réellement démontré. Donc sa démonstration, évidemment, ça nécessiterait des récurrences, pas forcément très compliqué, mais ça ferait quand même du travail en plus, donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'être complet encore une fois. Voilà, à très bientôt pour d'autres corrigés.